C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, Madame, Messieurs. Bonsoir, bienvenue à vous dans ce magazine Rendez-vous d'Histoire. C'est votre magazine qui vous met au parfum de l'actualité. Alors, on a retenu pas mal de sujets ce soir. On va parler de cette révisitation du contrat sino-congolais. Vous le savez tous, Madame, Messieurs, que les chefs de l'État séjournent en Chine, dans la capitale à Beijing, justement pour révisiter ces contrats sino-congolais. Un contrat gagnant-gagnant, comme les dit certains. Alors, on va parler aussi de la validation du fichier électoral par la Commission électorale nationale indépendante. Vous savez que le président de la CENI, Denis Kadima, a été reçu par le président de la Chambre basse du Parlement, justement pour un avant-projet sur la répartition de sièges, comme qui dirait le train de la CENI et des gens en marche. On va parler aussi de la marche de l'opposition qui aujourd'hui, nous sommes au niveau du sit-in qui a été donc réfuté par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Alors, sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis avec mon invité. Il s'agit du président Willy Michiki, qui est le président du parti politique UNANA. Il est aussi cadre de l'AFDCA. Président, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, madame. C'est ça, pour la présentation. Oui, je suis cofondateur de l'Union sacrée de la nation. Ah, ok, très bien. Et comment ça se passe au sein de l'AFDCA, pour ne pas dire au sein de votre parti politique? Bon, ça se passe très bien, mais nous sommes plus focalisés aujourd'hui sur les activités de l'Union sacrée et comment préparer la réélection du chef de l'État. C'est vraiment notre priorité, nous tous. Et vous préparez quand même vos membres par rapport aux élections législatives? Absolument, puisqu'il faudrait aussi lui donner une majorité parlementaire confortable en vue de pouvoir matérialiser sa vision. On n'aimerait pas demain nous retrouver avec un gouvernement d'union nationale ou de coalition avec des personnes qui ne partagent pas la même vision que nous. Et nous sommes convaincus que l'Union sacrée aura une majorité qui permettra à ce que le chef de l'État puisse donner aux Congolais, tenir aux Congolais les promesses électorales qu'il est en train déjà, dès aujourd'hui déjà, de leur faire. Ok, la CENI avance à pas de géant, comme ça il faudra le dire. On est passé à l'étape de l'appel d'offres des experts internationaux pour l'audit du fichier électoral. Le fichier a été déjà validé. Comment avez-vous apprécié cela? Oui, sincèrement, vous savez, nous sommes maintenant au 4e cycle électoral. Lorsque je compare avec les 3 cycles passés, aucun calendrier électoral présenté par la CENI n'a été respecté. Je me rappelle à Malumalu, à l'époque de Maou, il y a eu 4 calendriers qui ont été présentés. Ngoï Mulunda 3, Corneille Nanga 2. Mais aujourd'hui, cette CENI, qui est une CENI rénovée, à respecter scrupuleusement tous les délais donnés. Ça coup de chapeau à la CENI. Cela prouve l'expertise non seulement du bureau, mais aussi la différence entre ces bureaux de la CENI et les autres, c'est que la majorité de membres sont des élus, donc sont des politiques aguerris qui ont une responsabilité vis-à-vis de leurs électeurs. Donc ce sont des gens qui se disent nous voulons faire les choses autrement par rapport à ce que nous avons toujours vécu, par rapport au cycle passé. Et aujourd'hui, l'élément le plus important d'abord, c'était de se dire est-ce que les fichiers avec lesquels nous allons aux élections est-il propre à la consommation? Eh bien, j'étais impressionné par Madame Jeannette Lowe, qui est sud-africaine, blanche. Elle est parmi les top 5 experts en questions électorales en Afrique. Elle est parmi les top 12 experts internationaux dans les questions électorales. Et ce qui m'a impressionné, elle a même dit que les fichiers qu'elle a trouvés en RDC est même mieux que ce qu'en Afrique du Sud ont. Non seulement ce fichier, il est viable, propre à la consommation, il est véridique, il est un fichier pur, et aujourd'hui, nous pouvons aller aux élections tête haute,
pour se dire qu'il n'y aura pas, comme dans le passé, un fichier qu'on peut manipuler. Et on est parvenu à dénicher plus de 2 millions de doublons. C'est beaucoup. 2 millions sur 43, c'est beaucoup. Faites la moyenne. Plus de 900 000 mineurs qui ont été enrôlés alors qu'ils n'avaient pas l'âge. Donc, c'est pour dire que ce sont des choses que les Congolais n'espéraient plus revivre. Rappelez-vous que dans les élections passées, on serait parti avec ces doublons-là. Oui. Même tous ceux qui disaient ah voilà, il y a eu tricherie, on a favorisé certaines provinces. Vous avez vu les grands Kasaï. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit des pauvres? Moi, je ne suis pas Kasaï, moi. Moi, je suis du Kivu. Ah, on a triché là. Mais Kasaï, au contraire, a même perdu un siège, les grands Kasaï. Comme nous aussi, Nord Kivu, nous avons perdu un siège. Katanga, là, on disait qu'on veut nuire au Katanga, les Katangais menacent. On continue, Katanga a gagné 4 sièges. Comme le Congo central a gagné un siège. Donc, c'est pour dire que ces opérations d'enrôlement déjà font confiance aux acteurs politiques. Mais ce qui dérange par contre les autres qui n'y croyaient plus, ils sont aujourd'hui dans l'embarras. Puisque, moi je dis, moi aussi madame, il y a 6 mois, je ne pouvais pas croire à la bonne tenue des élections dans les délais constitutionnels. Ah, vous avez aussi des doutes? Au début, il y a 6 mois. Okay. Il y a 6 mois. Mais aujourd'hui, les amis de l'opposition, leur agitation, c'est ça. Parce qu'en fait, la stratégie des agresseurs, c'est quoi? C'est d'abord, de nous empêcher à avoir une légitimité. Puisque si nous avons des dirigeants qui sont légaux et légitimes, ils sont crédibles vis-à-vis des partenaires internationaux. Ils peuvent plaider pour la RDC. Alors, ils voulaient nous laisser aller vers un glissement. Alors, comme ils ont échoué au niveau de l'extérieur, notamment dans la partie orientale, pour nous déstabiliser, ils ont créé de vrais faux conflits, tels que Yaka, qui cohabitaient depuis des siècles, ensemble, pacifiquement. Ils veulent maintenant embraser la province-ville de Kinshasa. Comme c'est le siège des institutions, il faut tout faire pour créer ici les yo-yo, la zizanie, une sécurité généralisée pour que les agresseurs viennent ici. Puisque rappelez-vous qu'on a appris dans les médias, un peu partout, que tout en face ici, il y a un pays, des individus hostiles à notre pays qui ont acheté plus de 5000 hectares en face de nous. Donc, qui sont là-bas, on ne sait pas. Et ça aussi, c'est important ici. On ne peut pas accepter qu'un individu de surcroît congolais de père et de mère, comme on aime bien le dire, qu'il achète 5000, 10 000 hectares. Et s'ils les mettaient au moins en valeur, mais ils mettent à jachère. Alors que les terres appartiennent à des communautés. Et c'est là qu'il pose le problème aujourd'hui. Donc, moi, je voudrais, madame, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais parmi les causes des conflits aujourd'hui, quand on parle de Mombondo aujourd'hui, c'est ça qui est le problème. Qui sème déjà la dans la ville de Kinshasa. Tout à fait. Il y a des familles entières qui se retrouvent aujourd'hui par terre. Et à la Belle Étoile. Ils n'ont plus de terres, parce que les terres ont été vendues à des individus. Moi, je suis mal placé, parce que la plupart d'acheteurs viennent de chez moi, de l'Est. Et ils y mettent qu'ils veulent. Et moi, je crois qu'il faudrait que le gouvernement puisse privilégier d'abord, la piste pacifique avec les Mongondo. Les Mombondo, c'est exactement les Maïmaï chez nous. Ce sont les Maïmaï. Et pour l'histoire, si on parle des Maïmaï à l'Est aujourd'hui, les Maïmaï, nous sommes inspirés de Moulele, Pierre Moulele, qui est de Bandundu. Donc le maïmaïsme, l'idéologie est partie de Bandundu. Donc faites attention à ce qui est passé aujourd'hui. Dans les Mombondo sont aussi des Congolais. Sont des Congolais, notamment la majorité sont de l'ethnie Yaka. Et les Yaka ont résisté à la colonie. Le problème pour nous Congolais, c'est que nous apprenons l'histoire des autres. Nous ne connaissons pas notre histoire. Donc il faut faire très attention à la façon dont nous allons l'approche à adopter vis-à-vis de Mombondo. Moi, je pense qu'il faudrait envisager une réforme agraire. Ce n'est pas normal. Mais une réforme, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait donc, faire? Donc, partage, la redistribution des terres. Personne au Congo, par exemple, le gouvernement peut lever une option. Personne ne peut avoir plus de 1000 hectares. Mais ce sera une occasion pour l'adversaire de siéger. Non, c'est-à-dire que c'est l'occasion pour que les autres partagent
les surplus de terre, on va les donner à la population. Puisque si les Yaka aujourd'hui sont agités, même certains Teke aussi, c'est puisque leurs terres ont été vendues à des individus, et ces individus-là les ont expropriés, ils les ont jetés à la belle étoile. Ils ne savent plus où aller. Ce n'est pas correct. Si au moins cette terre-là, si cette terre était exploitée, ils auraient eu du travail qui leur permettrait en échange de pouvoir tenir les deux bouts du mois. Mais ces terres achetées sont gardées en jachère. Il n'y a pas d'activité, même pas 1%. J'ai vérifié, que ce soit Bukangalozo, que ce soit chez mon frère Vital Kamer, pour ne citer que les deux par exemple, qui ont plus de 5000 hectares, ces terres-là ne sont pas exploitées. Donc, ces populations se retrouvent aujourd'hui dans une situation de difficulté. Et lorsqu'on perd sa terre chez nous, même au Kivu, on perd les repères. Donc, ils sont prêts à tout. Donc, il faut que le gouvernement prenne cette approche-là en compte, qu'il faut résoudre la question foncière. Et donc, ça, l'intégrité territoriale, c'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Hein? Absolument, puisque vous savez, aujourd'hui, on peut qu'avant, minimiser. On parlait beaucoup plus de l'Est avec la situation sécuritaire. Aujourd'hui, c'est plus seulement l'Est. L'Est est dans la ville de Kinshasa, puisque vous allez constater aujourd'hui que la stratégie de cette petite frange de l'opposition consiste à aller là où il est interdit. L'objectif, c'est quoi? C'est de créer des incidents. Comme les Quinois est de nature curieux, les Quinois viennent nombreux. Et quand ils viennent nombreux, ils croyaient qu'ils allaient casser. Je n'ai jamais vu, moi, pendant la Deuxième République, quand je faisais l'opposition, une manifestation sit-in où il n'y a aucune arrestation, aucun blessé. Je dis en tout cas, même la police américaine, européenne, n'a pas encore atteint le niveau de la police congolaise. Comme qui dirait, la police a bien fait son travail, selon vous? Trop bien fait. Trop bien fait, parce que c'est impossible d'avoir cette masse-là que j'ai vue et qu'il n'y ait pas ni blessés, ni arrestation, ni mort. Mais c'était quand même accompagné par la population congolaise. Non, c'est-à-dire que, puisque les gens sont manipulés, les gens viennent avec l'intention de créer des troubles. Mais la police professionnelle qu'elle est a réussi à les contenir. Donc je dois dire coup de chapeau au commissaire général Alongamboni, mais aussi à l'ensemble de la police qui s'est comportée d'une manière professionnelle pour ne pas succomber dans les pièges de ceux-là qui voudraient faire les lits des agresseurs ici à Kinshasa. Mais c'était une manifestation pacifique, pourquoi pas laisser aussi l'occasion à l'opposition de s'exprimer? Mais l'opposition, personne ici n'interdit la tenue des manifestations. Kinshasa, madame, est une ville de 9900 km². On peut faire même 1000 manifestations ici sans se voir. Kinshasa, il y a même 2-3 pays qui peuvent contenir dans la ville de Kinshasa. Donc, lorsque les gens, aujourd'hui, se croisent dans la manifestation, le gouvernement peut même autoriser 50 marches, un seul jour. Si vous dites à l'opposition, vous êtes populaire, oui, vous prenez les tronçons de l'aéroport jusqu'à Maïndombe, lac Maïndombe, ou même Mekao, il n'y a rien. Allez marcher, ils n'iront pas là-bas. Ils vont chercher à aller là où il est interdit, là où c'est interdit. L'objectif pour eux, c'est le chaos. Ils sont en train de faire les lits de l'agresseur. La stratégie, c'est quoi? C'est de nous empêcher d'aller aux élections. Créer à Kinshasa une situation qui empêcherait à la CENI de faire son travail. Et moi, je regrette, puisque le rôle du ministère public, c'est de poursuivre les infractions. Lorsqu'on vous interdit un itinéraire, vous empruntez un autre. Donc, vous voulez violer la loi. Mais personne n'est arrêté. Au contraire, ils sont même escortés par la police. Moi, c'est souvent, madame, j'ai fait l'opposition. Je regrette mon temps. J'aurais bien voulu être du côté de l'opposition, parce que l'opposition est devenue un luxe. Un luxe, puisqu'il y a même des marches qu'on fait, des marches motorisées, des caravanes. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Puisque moi, quand on dit une marche, on faut aller à pied. C'est la première fois que je vois deux leaders dans leur voiture. Ils appellent les gens, ils viennent à sit-in dans la voiture, ils partent. Non, ça, c'est pas même les sit-in. Les sit-in, on ne le fait pas dans la voiture, on le fait en dehors. Donc, c'est une opposition de la bourgeoisie. Et toute opposition de la bourgeoisie ne peut pas réussir. Malheureusement, la partie majoritaire de l'opposition ne s'exprime pas, sinon c'est elle. Et nous, ça nous arrange. Moi, j'aimerais même que
cette frange-là soit tous les jours dans la rue, comme ça nous permet, nous, à nous organiser et n'ont pas le temps de préparer les élections. Parce que vous ne pouvez pas être dans la rue et être en même temps et préparer les élections. Et ce que je déplore, c'est l'utilisation abusive des enfants mineurs. Oui, surtout ça, oui. Ils sont à court de mobilisation, alors ils recourent aux enfants, ils profitent de leur faiblesse sociale, en leur promettant des cadeaux. Les enfants avaient ras-le-bol des situations sociales. Non. Oui, des enfants qui vivent dans la rue, les enfants qui souffrent. Justement, c'est normal, quand les enfants n'ont rien, on dit, venez, on va vous donner des cadeaux. Les enfants, ils sont prêts à venir. Ils ne connaissaient même pas les mobiles. Pouvez-vous imaginer un enfant de 8 ans, 7 ans, dans la rue pour manifester? Qu'est-ce que l'enfant recherche? Il ne connaît rien. Il est innocent. Mais il ne faut pas poursuivre l'enfant, il faut poursuivre les organisateurs. C'est pourquoi la délégation de la CPI qui séjourne en RDC pour les problèmes de l'Est, avec le M23 et du 28 au 31, nous leur avons demandé de jeter un coup d'œil sur ce phénomène-là, ce phénomène d'utilisation des enfants mineurs. C'est une infraction et un crime contre l'humanité. Puisque la place de l'enfant n'est pas dans la rue. La place de l'enfant, c'est à l'école et à la maison. Ok. Les Quartos réclament, parmi les griefs des Quartos, ils pensent que le processus électoral sera chaotique. La preuve en est que pour valider les fichiers électoraux, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, la CENI est partie rendre visite ou bien déposer l'avant-projet au président de la Chambre basse du Parlement. Ça va tellement vite qu'on ne sent pas la crédibilité de ces processus électoraux. Non, d'abord, il faut comprendre que ça nous a pris beaucoup de retard. D'abord, dans la confection de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, plus d'une année. Ça nous a pris plusieurs mois pour constituer les bureaux actuels. Donc, c'est du temps perdu. Aujourd'hui, la CENI n'a plus le temps à l'erreur. Et lorsqu'on parle de fichiers, nulle part dans la constitution de la RDC, dans la loi organique organisant et le fonctionnement de la CENI, il est obligé à la CENI d'auditer son fichier. Non, la CENI est indépendante, même vis-à-vis du gouvernement. Même le président Tshisekedi n'a aucune influence sur la CENI. De sur quoi les simples individus, un groupe d'avant, je ne vais pas appeler comme vous elles appelaient les conglomérats d'aventuriers. Donc ils se mettent ensemble et quel est le pouvoir, quelle est la légitimité du pouvoir qu'ils ont et à donner des injonctions à la CENI, qui est indépendante. C'est ça que je dis. Quel est le pouvoir que quelques icebergs, j'ai aussi un parti comme eux, quel est le pouvoir qui s'arroge et de dire à la CENI, ne voulons pas de ça. C'est ça que je dis. Je pense que la CENI est politisée. Mais justement, si la CENI est politisée, mais vous savez, madame, moi j'ai une difficulté à comprendre. Les Congolais ne connaissent absolument rien, je dis les Congolais en général de son histoire. Mais l'histoire ici récente a démontré que pour gagner les élections, Félix Tshisekedi, qui est président, il avait qui à la CENI? Personne. Non, je vous dis, il avait qui? Personne. Mais il a été le président. Beaucoup de députés, le PPRD, parti au pouvoir, aux élections passées, malgré la tricherie, ils n'ont même pas eu 10% de lui. Voilà. Donc c'est pour vous dire, madame, que il ne faut pas être naïf. Les amis, leur stratégie aujourd'hui, c'est de semer le chaos. Mais ce que moi je déplore, parce qu'ils sont à court d'arguments, ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Ce que moi je déplore personnellement, c'est qu'ils n'ont pas pu jouer à temps la bonne stratégie. Ils se sont retrouvés aujourd'hui dans une situation de non-retour. Ils ne peuvent plus attraper les trains puisque le train est déjà à marche. Les élections se préparent, madame. Et ce que je voudrais convier au ministère public, son rôle, le procureur général a un rôle de poursuivre. Il ne doit pas attendre des plaintes, non. Il doit se saisir. Vous avez très bien vu les images sont là. Les organisateurs ont utilisé des mineurs qui ont dit « Nous avons été appelés par les organisateurs ». Mais aucun organisateur qui est interpellé. C'est inadmissible. Inadmissible. Nous sommes dans un état de droit. Il ne faut pas parce que moi je suis proposant, donc je suis immunisé. Non. Un opposant n'est pas au-dessus de la loi. Même quelqu'un de la majorité. Il faudrait que la loi parle d'elle-même. Je suis content, par exemple, pour l'arrestation
de mon ami et frère Mike Mkebaï. C'est un délinquant politique. C'est un voyou, j'ai dit un délinquant politique. D'ailleurs, je me demande, est-ce que les électeurs de Lingouala vont-ils encore commettre la même bêtise? Est-ce que ce monsieur-là, il mérite le nom honorable? Un voyou vraiment de basse classe. Un honorable bénéficie quand même de l'immunité. Mais justement, c'était en cas de flagrance. Okay. On l'a attrapé, il fallait voir. Moi, j'ai suivi l'émission. C'était un voyou. Moi, je me dis, est-ce que ce monsieur, il a été sur les bancs de l'école? Est-ce qu'il a eu des parents qui l'ont même lui donné l'éducation de base? C'est vraiment ridicule, sincèrement, et révoltant de voir. Même les gens de l'extérieur, quand ils voient, voilà, parce qu'un élu du peuple, c'est un représentant du peuple. Il jouit d'une confiance, d'une audience qui lui permet. C'est pourquoi vous voyez que ces gens-là, ils vont faire 5 à tout un mandat, sans même présenter même une initiative parlementaire. Puisque tout son travail, c'est en dehors de l'hémicycle. Il est bon pour la rue, pour les insultes, mais Lingouala, je prends le cas de Mike Mkambaï. Moi, c'est un cas qui me révolte. Quelqu'un comme ça, intellectuel, il paraît qu'il a étudié, mais quand je vois son comportement, ça frise vraiment la voyerie, ça frise la rue. Est-ce que vraiment il est comme... Même lui, il est Moïse qui croit en lui. Est-ce que Moïse a besoin de badauds ou des gens qui peuvent construire l'ensemble pour la République? Donc, comme qui dirait, ces sit-ins de l'opposition étaient vraiment un échec, selon vous? Un échec cuisant, puisque l'objectif 1 n'a pas été atteint. Ils n'ont jamais été à la CNI. S'ils avaient... Ma chère, si Kinshasa, c'est une ville de 15 millions, s'ils mobilisent même 0,5% des Congolais, il faut serrer. Nous, on le fait. Et ils arriveraient à la scène. Ils ont été capables. Et puis, ils sont venus en véhicule. Il fallait que les véhicules passent. Donc, ils n'ont pas marché. Ils n'ont pas marché parce que les sit-ins, vous allez vous mettre quelque part. Une marche moderne. Oui. Et ils savaient pourquoi. Pourquoi ils ont choisi la CNI, puisqu'ils savent bien qu'il y a une décision du gouverneur de la province de Kinshasa interdisant les manifestations dans la ville de la Gombe. Et surtout, la CNI et l'espace entourant la CNI est inviolable. C'est comme la présidence de la République. Donc c'est le siège de l'institution. Tout ça. Comme le palais du peuple aussi. C'était dit, c'est connu. Et elles veulent toujours aller là où il y a des interdits. Parce que s'ils allaient faire une marche normale, ils n'auront pas de gens. On leur a dit, on vous donne un itinéraire. Ben c'est que vous passez Kitambo, Bandale, jusqu'à Imka. Mais comme ils n'étaient pas nombreux, ils disent non, si on marche, on va voir qu'on n'est pas nombreux. Il faut aller créer des incidents comme ça, miouer à la jeunesse de l'IDPS, on va croire que cette base de l'IDPS est la leur. C'est ça. C'est ça l'opposition que nous avons. Une opposition à court de moyens, une opposition essoufflée et je ne sais même pas comment la décrire. Vous manquez des mots, vous allez donner un conseil à ces quartos avant de passer à notre chapitre. Moi, je crois qu'ils ont compris déjà que les Quinoises et Quinois ici ont rejeté, peut-être en province, je ne sais pas, mais les Quinoises et Quinoises ont rejeté leur quarto. Nous pensons que l'opposition peut avoir encore meilleur qu'eux. Ils n'ont aucun projet de société, aucun, ils veulent seulement une chose qui les anime, c'est revenir aux affaires, parce que presque tous là ont été aux affaires. Et c'est le chômage, finalement, qui les dérange. Il n'y a rien d'amour avec la patrie. Au contraire, ils sont en train de faire les lits de nos agresseurs. Ils font les lits de l'étranger. La preuve, vous n'avez qu'à voir aujourd'hui les soutiens qu'ils ont eu de l'extérieur. Donc ce sont des vassaux des étrangers. Donc leur place n'est pas ici au Congo. Et si nous étions dans un pays sérieux où il y a des gens responsables, ils seraient tous décapités. Absolument. Pas la population, pas le gouvernement, pas la population. Voilà. Mais ce sont des mercenaires au service de l'étranger. On va changer de chapitre, président, de peur d'être vraiment très loin. Alors, on parle cette fois-ci de la révisitation de ces contrats sino-congolais. Comment d'abord apprécier cette démarche du chef de l'État? Bon, d'abord, les contrats sino-congolais étaient un très bon contrat pour la République. Mais très, très mal négocié. Comme vous le savez très bien, c'était un contrat qui était initié par le président Kabila, par son régime, mais il y avait beaucoup de zones d'ombre. Je suis content aujourd'hui, puisqu'il y a le principe de continuité des affaires de l'État. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'a pas dit que c'est le projet de Kabila. Il a voulu l'améliorer.
Nous avons voulu que ces contrats-là soient au service des Congolais, que ça puisse apporter les changements, puisqu'il était entendu qu'on devrait construire des infrastructures dans le secteur médical, notamment hospitalière, donc construire des écoles, des routes et des énergies. Aujourd'hui, nous sommes contents quand même qu'on a aujourd'hui la Sycomine. En fait, la Sycomine, qui est une des grandes entreprises minières en RDC, est le fruit de ces contrats-là. C'est la Sycomine, qui aujourd'hui vaut plus de 5 milliards de dollars, devrait continuer le projet. Mais lorsque nous voyons aujourd'hui les réalisations par rapport aux engagements, nous sommes à moins de 50%. Alors qu'aujourd'hui, on devrait être à 80%. Pourquoi? Puisqu'il y a eu des complicités d'abord de la partie congolaise. Rappelez-vous qu'on a activé l'agence congolaise des travaux, qui est le maître d'ouvrage. On l'a activé. On a activé la légèreté des autorités congolaises. Quand on vous donne je donne un exemple. Moi, je suis le maître d'ouvrage. C'est moi le propriétaire de la route. Vous venez construire, vous êtes un entrepreneur. Vous venez construire une route pour moi. C'est à moi de vérifier si vous avez respecté les normes. Vous allez voir les mêmes entreprises chinoises, pour ne citer que celles-là, qui sont ici au Congo. Lorsqu'elles ont un contrat similaire en Angola, au Congo-Brazzaville, pour ne parler que de deux pays voisins à la province ville de Kinshasa, les routes là font 10 ans, 20 ans. Et pourquoi ici ça dure? Mais lorsque ça arrive ici, la même entreprise, la route ne fait même pas 6 mois. Et pourquoi? Vous avez vu? C'est parce que chez nous, il y a la corruption, pour le dire. Il y a la légèreté. C'est simple, madame. Moi, je suis consultant dans le secteur routier. J'ai fait des consultants. C'est simple. On vous dit, vous signez un contrat de 200 millions de dollars. On vous dit, faites l'épaisseur des routes de 4 cm. Quand vous voyez une route là, bâtie, vous ne savez pas l'épaisseur. Et de combien, vous faites 2 cm. Donc du coup, vous coupez 50%. Donc vous mettez de côté, déjà, sur les 100 millions, 50 millions de dollars. C'est là où je ne sais pas. Mais vous avez une route. On vous remet la route. C'est à l'État congolais, et notamment l'Office des routes et le ministère des ITPR, de vérifier si les normes ont été respectées. Mais si nous, on ne le fait pas, ailleurs, on le fait, on casse même la route. Et là, on ne le fait pas à la remise. Avant les travaux, vous amenez un plan. Il y a un plan, on regarde, c'est ça. Vous commencez, on regarde ce qu'ils ont respecté. La quantité d'asphalte. Qui vérifie maintenant? Le Congolais? C'est le Congolais, bien sûr. C'est ça le travail de l'agence congolaise des travaux. C'est ça le travail de l'office de route. C'est ça le travail en général du ministère qui a en charge les infrastructures. Et lorsque ces gens-là sont en complicité avec les constructeurs, voilà pourquoi nous avons ici des routes qui posent problème. Dans ces pays où il plaît toute l'année, il est inconcevable de construire des routes à chaque niveau. C'est vraiment la folie. C'est ça aussi le problème. C'est la folie. J'ai dit c'est la folie. Moi, je ne suis pas du domaine, mais je vous dis, j'ai vécu dans mon village. Je suis de Walikale, c'est la forêt équatoriale, il pleut toute l'année. Toute route que vous construisez, chaque niveau, c'est une route qui est appelée à disparaître. Et puis, on ne peut pas aujourd'hui imaginer avoir encore des routes en terre. Les routes doivent être des routes asphaltées. Et c'est comme ça que vous voyez que... Alors, maintenant, le chef de l'État est en train de renégocier. Et puis, dans ces contrats-là, la Sycomine a fait des bénéfices aujourd'hui terribles. Quand je parle de 5 à 6 milliards aujourd'hui, la Sycomine a commencé avec 2 milliards de dollars. Donc, ils sont en train de faire des bénéfices. Mais la partie congolaise devrait aussi se retrouver. C'est pourquoi j'ai dit, même comme c'est un projet qui a bien réussi, il faudrait faire un autre contrat, c'est nos Congolais. Et puis, il faut aller au-delà des infrastructures. Aujourd'hui, est-ce que nous allons être sécurisés par nos infrastructures? Nous allons manger les infrastructures. Il faut que les chefs de l'État voient aussi comment, dans ces contrats-là, nous pouvons avoir des armes, des munitions pour nous protéger. Puisque nous sommes un pays envié, que nous pouvons avoir à manger, qu'on donne aussi une expertise côté agricole, puisque ce n'était pas prévu. C'était seulement prévu du côté infrastructure. Donc ça, c'est le premier contrat. Le premier contrat. Mais s'il faut révisiter, donc il faut ajouter l'aspect agricole aussi. Le révisiter et même signer un autre contrat
où je peux faire un annexe à ça qui prendrait en compte les aspects des Congolais, les paniers des ménagères. La Chine aujourd'hui, comment expliquer qu'un pays comme la Chine, qui a près de 2 milliards d'habitants, il n'y a pas un problème de nourriture. Au contraire, même, ils exportent à manger. Alors que nous, qui avons moins de population et qui avons les meilleures conditions climatiques, on est en train d'importer. On peut demander, la Chine est un pays émergent, ce n'est pas un pays développé. Donc, quand même, tout ce que la Chine fait, nous pouvons le faire aussi. Nous pouvons aussi nous enfermer, comme la Chine l'a fait. Voilà pourquoi nous disons que nous avons besoin... Nous enfermer, c'est-à-dire couper toute relation. Non, la Chine, c'est ça. Avec Mao Tse-tung, la Chine s'est enfermée. Elle s'est développée d'abord à l'intérieur. Il ne faut pas compter sur l'extérieur. Et c'est ça qui nous tue ici. Nous sommes extravertis. Même tout ce que nous avons comme minéraux, les devises, nous sommes obligés de les dépenser à l'étranger puisque nous importons plus que nous exportons. Et aucun pays ne peut se développer avec les importations. Au contraire, les importations tuent l'économie. Nous sommes en train de financer les industries des autres pays au détriment des nôtres. Moi, quand j'étais ministre de l'Agriculture, par exemple, dans les années 95-96, j'avais constaté que le sucre importé coûtait moins cher que le sucre produit localement. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai approché les ministres des Finances de l'époque, Pierre Paipai, j'ai dit non, on s'est convenu, on a eu l'appui de notre Premier ministre Kengo Adondo, on a signé un arrêté interministériel pour augmenter la taxe à l'importation si le sucre importé. Mais on s'est aussi buté plus tard à des problèmes de production. Comment ici on ne peut pas produire plus? Nous avons plus de 80 millions d'hectares de routes arabes, de terres arabes, qu'on n'a pas. Même en Chine, on n'a pas ça, madame. Mais comment ici? Comment un petit pays comme la Zambie, comme l'Afrique du Sud, qui n'ont même pas les mêmes conditions. Ici, nous sommes traversés par l'équateur. Donc, quand il pleut au nord, au sud, il ne pleut pas. Donc, nous avons toutes les conditions. Mais on doit chercher le maïs ici, qui est notre culture. Moi, je produis à Ouattara de maïs. Non, c'est inconcevable. Donc, c'est la maladie. C'est pourquoi le chef de l'État est allé voir là-bas. Et avec une forte détermination, qu'est-ce que nous pouvons apprendre ici? Nous n'avons pas besoin que vous nous envoyiez des maïs et des riz. Nous voulons que vous envoyiez la technologie. Comment vous faites pour nourrir ces milliards de personnes, alors que nous sommes incapables de nourrir seulement 98 millions de Congolais? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc c'est une autre approche. Puisque l'approche de dépendre de l'extérieur, c'est une mauvaise approche. Nous avons la chance d'avoir des minéraux que nous exportons. Mais on ne peut pas tout cet argent-là que nous gagnons, puisque les mines sont des ressources épuisables, importer de biens de première nécessité. Donc nous finançons les usines des autres, l'économie étrangère. Et il y a des gens ici au Congo, malheureusement, qui travaillent pour ça. Ils préfèrent importer que de produire localement. Moi, j'étais victime de ça. À l'époque, dans les années 96, 97, j'étais le premier ici à ouvrir un programme au ministère de l'Agriculture qui s'appelle PNR, Programme National Riz. J'ai été même à l'époque à la FAO, et à la FAO, en Italie on appelle ça FAO, à Rome. À l'époque, il y avait le directeur général Jacques Diouf. Je lui ai demandé, il m'a donné un des meilleurs experts italiens d'origine romaine, M. Rosnack. Nous avons commencé ici à Kinshasa à produire du riz sur le littoral, l'Interland. Ah bon? Oui, mais qu'est-ce qu'on a dit à l'époque, les Kassebo, les autres? À Mobutu, le riz de Michik, c'est un riz empoisonné. Il faut l'arrêter. Oui, puisque j'étais jeune, à peine 26 ans. C'était une mauvaise politique. J'étais jeune, bébé, moi, je ne pouvais pas comprendre. À l'époque, je vous dis, je vous parle de plus de 30 ans, 35 ans déjà. Je voyais ça, je dis, ce n'est pas possible qu'un pays comme le nôtre, il y a du riz à Bumba qui pourrit. Qui pourrit. Il y a des poissons qui meurent de vieillesse dans le fleuve Congo, dans le lac Tanganyika. C'est inconcevable. Moi, je dis que tout ce que nous avons ici, c'est de prendre les intelligences. Ce qu'on doit faire, nous,
c'est l'espionnage scientifique. Comment, même à côté, comment les Zambiens produisent du maïs à côté, avec le même climat que nous ne pouvons pas faire. Et vous allez constater que ce sont des Congolais chez nous, des politiciens, qui ont des usines en Zambie, des minoteries, qui créent la rareté ici pour faire entrer les produits. Des Congolais. Mais pour quel intérêt? C'est ça aussi. Justement, j'ai dit qu'il y a les problèmes d'abord de patriotisme, madame. L'amour de la patrie. Et c'est ça qui nous tue. Tout est le fondement de ça. La gouvernance, tout est d'abord, est-ce qu'on aime nous aimons notre pays? La plupart des gens qui viennent en politique, ce sont des mercenaires politiques. Ils viennent, ils prennent tout, ils partent. C'est comme si ce pays ne nous appartenait pas. Et moi, vous savez, parfois, je suis à l'Union sacrée, mais j'ai dit, ce n'est pas un conglomérat d'aventuriers comme vous Laurent le disait, nous devons être là comme esclaves des peuples congolais. Nous ne sommes pas là pour l'exploiter, mais au contraire pour améliorer ses conditions de vie. Sinon, la vision Fachi n'a pas de sens. Alors, Président Willy, est-ce que ces contrats sino-congolais peuvent servir à quelque chose par rapport à la guerre de l'Est? Bon, c'est comme ça que moi j'ai dit maintenant, aujourd'hui, comme j'ai dit, les contrats étaient négociés. C'était au départ du milliard de dollars. Mais comme vous le savez, notre pays est dépendant des institutions de Bretton Woods. Nous sommes en programme avec le FMI et la Banque mondiale. Ils ont estimé qu'avec la précarité de nos recettes, on ne peut pas être endetté jusqu'à 2 milliards. Ils ont négocié jusqu'à 3 milliards de dollars. Ce n'est pas mauvais comme première étape. Mais ces contrats-là ne concernaient que la construction des infrastructures. Alors moi, je demande aujourd'hui, le chef d'État, comme il est là, peut-être c'est tard, mais je pense que les intelligences qui entourent les chefs de l'État pourraient suggérer que ces contrats-là dépassent les infrastructures, parce que le contexte a changé. Ce que nous n'avions pas là, c'est vrai, on a encore besoin d'infrastructures, mais aujourd'hui nous avons besoin de la paix. Qu'on nous donne des armes, de munitions capables de préserver d'abord l'intégrité territoriale, puisqu'on ne peut pas prétendre dire je suis congolais alors que vous ne contrôlez pas l'intégrité de votre pays. Deuxième chose, il faudrait que ce contrat-là, chinois, dans sa rénovation, dans sa révisitation, intègre la dimension sociale de l'homme. Comment nous pouvons aujourd'hui accéder à des technologies pour produire à manger. Pas que les Chinois nous envoient ici des produits chimiques, non. Que nous puissions produire ici au pays. Ça, c'est ma vision à moi. C'est pourquoi j'ai dit, le contrat chinois n'est pas mauvais, il est très bon chinois. Je voudrais même qu'on puisse en multiplier ailleurs, mais il faudrait que ce contrat-là soit bénéfique aux Congolais et non pas aux individus au pouvoir. Comme on l'a vu à l'époque de Kabila, où il y avait des commissions déjà prêtes, il y a même des gens qui ont quitté le pouvoir aujourd'hui, des kabylistes, qui continuent à toucher les commissions sur les contrats chinois, vous vous rendez compte, au détriment des peuples congolais. Ok. Donc ces contrats pourraient être win-win si la RDC négocie bien. Tout à fait, tout à fait. Donc la RDC doit poser vraiment des bases de principes pour qu'on soit quand même gagnant. Les Chinois, ils sont ouverts. C'est nous, c'est à nous. Ils ont dit clair, nous voulons prendre tout ce que vous avez comme ressources. Vous allez voir les Chinois, ils prennent tout, la terre et tout, ils amènent. On dit oui, mais ce que vous prenez là est épuisable. Qu'est-ce que vous nous donnez en contrepartie? C'est comme ça que le chef de l'État, je le félicite, il a conçu quelque chose de très important qu'on appelle les fonds miniers pour les générations futures. C'est-à-dire, l'idée est qu'un jour, les mines, les ressources pourront terminer. Qu'est-ce qu'on va avoir après? Il faut pas faire construire maintenant. C'est pourquoi moi je pense que ces contrats chinois, aujourd'hui, nous pouvons l'améliorer, d'autant plus que le contexte dans lequel il était négocié à l'époque est déjà révolu. Et parmi les améliorations, je voudrais qu'on y intègre, l'aspect sécurité, qui est très très important. 2, le panier de la ménagère. À manger. Le social du Congolais. Le social congolais, voilà. Oui. C'est important, mais l'agriculture a toujours été le cheval de bataille du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez aussi travaillé dans les domaines de l'agriculture. Moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui manque à la RDC de diversifier un peu son économie. Bon, d'abord,
madame, ça c'est vraiment, je suis à l'aise quand je parle, parce que c'est ma passion à moi, c'est ma vie. Je me rappelle, à 26 ans, Mobutu, il m'appelle. Il y a même des témoins qui étaient à l'époque, comme Ndundo ici, Loseke à l'époque. Et il me demande quel ministère vous voulez. Moi j'ai dit, président, je veux agriculture. Ah, yo mon agriculture, parce que pour moi, il n'y a pas un meilleur ministère que ça. Et la capacité d'un pays, un gouvernement, de nourrir sa population, c'est sa force. C'est ça, en fait, les cordons ombilicaux qui lient les gouvernants aux gouvernés. C'est pourquoi moi je pense que, pourquoi chez nous l'agriculture ne profite pas? Puisque d'abord, il y a eu un concept que c'est pour les vieux, les gens fatigués. C'est pour les paysans. Et nous devons aujourd'hui accéder aux nouvelles techniques, aux nouvelles technologies de l'agriculture, notamment la transformation. Vous avez quelqu'un qui produit le maïs et tout. Il n'a même pas la possibilité de transformer le maïs en minoterie, en faire un poudre. Il ne peut même pas faire des maïs, par exemple, les rendre, que ce soit par exemple la poudre pour la beauté. Tout est possible. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore atteint un niveau de transformation. Pourquoi je pense que les ministères en charge de l'industrie devraient imaginer toutes sortes de gymnastiques à faire, des intelligences à mettre en place pour que nous puissions passer à la phase de transformation. Et ça, c'est dans tous les domaines. On produit le lithium, on ne sait pas le transformer. On produit le cuivre, on n'a pas de câbles électriques. On l'achète 10 fois plus à l'étranger. Les mêmes câbles, les mêmes cuivres venus d'ici. Ça, c'est le problème des Congolais. Et dans l'agriculture, je pense qu'on n'a pas besoin même d'avoir de grands espaces. Il faut une agriculture intensive. Il faut comprendre que, moi, ce qui m'énerve, moi, ici, nous faisons l'agriculture traditionnelle. Mais ce que nous importons de l'extérieur, mais ces dons sont des produits chimiques. Des produits chimiques. Des OVG. Donc, pourquoi nous, on accepte, on refuse chez nous de faire la même chose qu'eux? Puisqu'eux produisent grosse quantité, puisqu'ils recourent aux produits chimiques. Faisons aussi la même chose ici. Recourons aussi aux fertilisants, aux pesticides. Ayons des semences sélectionnées. Nous avons parmi les meilleurs centres de l'Afrique ici. Vous allez à Bengamisa, vous allez à Yangambi. Ce sont de meilleurs centres africains, les tout premiers. Mais on devait avoir les meilleures qualités. Mais qu'est-ce qui empêche des semences. Et lorsque vous avez la meilleure qualité des semences, ça vous permet d'améliorer l'agriculture. Mais on ne profite pas même des sciences. Je vois, quand vous allez aujourd'hui, madame, vous allez à Yangambi, à Bengamisa, il y a des Africains qui viennent étudier là-bas. Ah bon? Boursiers, oui. Quand vous allez ici à l'Unikin, il y a un petit département là dirigé par un ami pour étudier seulement comment élever les poissons. Et vous allez voir, la majorité des étudiants là-bas sont des étrangers. Mais pas des Congolais. Des Congolais. Quand je vous dis que, vous savez que la plus grande production de poissons, ce ne sont pas dans les rivières et les lacs, c'est dans les étangs. Donc ici, avec les espaces qu'on a, on peut produire des poissons pour nourrir tout le pays. Oui. Quand je vois aujourd'hui, j'étais une fois en Namibie, à Wasbe. Wasbe me dit 90% de leur production de poissons de chéchard, c'est au Congo. Vous vous rendez compte que nous faisons fonctionner des usines de plus de 5 milliards de dollars d'investissement. C'est pour le Congo, nous, c'est nous. Alors qu'on a ici des rivières, on a l'accès à la mer, on a tout, et ils n'ont rien de spécial qu'on a. Mais c'est notre argent ici qu'on produit, Moutokinabiso, et c'est la même chose partout. J'étais avec l'ambassadeur de la Zambie, un ami, on dînait, il m'a dit, oui, tu sais que 60% de fret qui arrive en Zambie, qui paye les zones de transit, c'est pour la RDC. Mais pour sortir de la RDC, il n'y a que 2 frontières. Kasumbalesa, et maintenant, après, avec Vision Fachi, ça gagne. Alors les camions font parfois 3 semaines, 4 semaines, 2 mois. Alors quand ces camions font ça, ça a un coût sur les produits qui entrent chez nous. J'ai vu des camions de poissons, de chachard, de viande qui viennent de la Namibie, qui s'arrêtent à Kasumbalesa, puisque si ces camions-là traversaient chez nous, les produits seront moins chers,
mais il y a des tracasseries douanières. Donc nous devons aussi améliorer Éviter, oui. la gouvernance, éviter, parce que ça, après tout, c'est nous les consommateurs. Nous sommes le pays où les denrées alimentaires coûtent le plus cher en Le Afrique. plus cher en Afrique et puis au monde aussi. Hein, En Afrique, nous sommes les plus. Donc, même les petits pays, si vous allez au Rwanda, au Burundi, sont les petits pays. Ils n'importent rien comme manger. Nous devons révolutionner ça. C'est pourquoi vous voyez, moi, quand je vois des gens font des études, ce sont des Congolais, est-ce qu'ils réfléchissent comme moi? Amener quand même des idées, tout ça pour aider. Et ils veulent détruire pendant que les autres sont en train de réfléchir comment nous pouvons améliorer. D'accord. Alors, Président Willy, vous allez donner votre conclusion parce que nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre magazine. Non, je voudrais seulement dire, madame, on a parlé de tout et de rien. Oui. Je veux dire, à résumer qu'il ne faut pas toujours voir le gouvernement ou attendre tout de l'État. L'État, dans ma conception, a un seul rôle, la régulation. Il a un pouvoir régulateur. Ce qui développe le pays, ce n'est pas l'État, ce sont les privés. L'État doit aider les privés. L'État doit réduire la fiscalité, la parafiscalité. L'État doit faciliter. L'État doit créer des conditions de pouvoir investir. Quand l'État fait ça, c'est le privé qui va créer des emplois. C'est le privé qui va payer des impôts, des taxes pour que l'État se retrouve. Voilà pourquoi je demande à chacun d'entre nous, vous qui me suivez aujourd'hui, que la responsabilité de l'échec est partagée. Chacun d'entre nous a une... Combien de Congolais et Congolais paient leurs impôts? Vous allez voir la plupart des gens qui ont même des ligablos, qui manquent. Même la patente. Ici même, c'est un mot nouveau. Il n'en a pas. Vous allez au Rwanda là-bas, quelqu'un qui vend les cacahuètes, il paye. Il paye parce que vous gagnez quelque chose. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur l'informatisation du système fiscal congolais. Puisque moi, je vais vous dire le cas, par exemple, j'ai vécu en Belgique, j'ai vécu au Canada, j'ai vécu aux États-Unis. Depuis des années, j'ai quitté. Plus de 15 à 20 ans. Mais chaque année, je reçois un papier. Monsieur Micheki, je n'habite plus ici, déclaration d'impôt. Je suis sûr, madame, c'est entre nous. Est-ce que vous avez déjà payé l'impôt? Non. Ce n'est pas de votre faute. Madame, ce n'est pas de votre faute. Je dis, c'est moi. Donc, 80% des Congolais ne sont pas taxables. On ne leur impose pas, alors que c'est important. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut informatiser. Vous êtes né, vous avez déjà un numéro d'impôt. À l'âge majeur, même si vous ne faites rien, on vous dit, ma fille, moi je ne travaille pas. Donc ça c'est important. Et ce pays serait le pays le plus riche du monde. Du monde. Puisque Dieu nous a bénis. Moi, je dis le Congo, c'est un pays du miel. Et du lait. Moi, madame, moi, j'ai fait 53 pays. Mais je vous dis, il n'y a pas un pays qui a autant d'opportunités que la RDC. Merci nous beaucoup, sommes assis sur une mine de diamants que nous ignorons malheureusement. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Willy Micheki, d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous aurez tout le temps de vous exprimer parce que les portes de CES vous seront toujours ouvertes. Merci beaucoup. Madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. On recevait pour vous monsieur Willy Micheki, qui est le président de l'UNANA, un parti politique, son parti politique, et puis il est cadre de l'AFDCA. À très bientôt. Au revoir.